Salut à tous et bienvenue dans cette analyse détaillée. Aujourd'hui, on plonge dans une boîte à outils vraiment indispensable pour les professionnels de la santé au Burkina Faso. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer ce fameux guichet d'accueil, qui est, soyons honnêtes, souvent une vraie cocotte minute de stress et de tension, en un véritable espace d'alliance thérapeutique. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Au menu pour notre parcours d'aujourd'hui, on va d'abord poser les défis réels de l'accueil, puis identifier les pièges de communication, ensuite on verra comment gérer l'agressivité, comment annoncer les mauvaises nouvelles, pour enfin terminer sur des stratégies concrètes d'amélioration. Première section, les défis de l'accueil. Voyons un peu à quoi ressemble le front. Parce que oui, on le sait tous, la réalité quotidienne dans les formations sanitaires burkinabées, que ce soit dans un petit CSPS rural ou un grand CHR, elle est d'une intensité rare. On parle d'une surcharge de travail extrême, d'un manque de bras évident et de ces salles d'attente souvent bondées où la chaleur et la fatigue s'accumulent après des kilomètres de route. Les délais paraissent interminables pour des patients déjà rongés par l'angoisse. Et puis, il y a la barrière de la langue. Dans un pays où se croisent le moré, le dula, le fulfulde, les malentendus arrivent tellement vite. Bref, il faut vraiment valider cette réalité éprouvante, sans chercher de coupable, avant même d'élaborer la moindre solution. C'est notre point de départ. J'adore cette phrase, elle résume tout. Accueillir un patient, c'est le recevoir humainement avant de le recevoir médicalement. L'agent d'accueil n'est pas un simple profil administratif, c'est véritablement le tout premier soignant. Le processus d'apaisement commence à la seconde exacte où votre regard croise celui du patient. C'est une responsabilité immense. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les pièges de la communication. Et c'est là que ça devient fascinant. Le psychologue Thomas Gordon a conceptualisé ce qu'il appelle les 12 obstacles à la communication. Et attention, ce ne sont pas du tout des erreurs malveillantes. Ce sont des automatismes verbaux, des réflexes de défense qui sortent tout seuls sous la pression d'une garde épuisante. Mais le gros problème, c'est qu'au lieu d'aider, ils bloquent complètement l'échange, font grimper la tension en flèche et invalident ce que ressent le patient. Les identifier, c'est déjà la moitié du travail pour s'en libérer. Prenons un exemple hyper concret. Donnez un ordre sec, du genre « asseyez-vous là et ne bougez pas ». Ça crée immédiatement un rapport de force. Le patient va se braquer, c'est humain, surtout s'il est déjà vulnérable. Par contre, formuler une invitation bienveillante pour le guider, comme « je vous invite à patienter ici », ça change toute la donne. C'est la même finalité, mais la personne garde sa dignité. Le simple choix des mots modifie la psychologie de la rencontre dès les premières secondes. Ah, la banalisation. C'est un grand classique. Souvent, on veut bien faire, on veut rassurer en disant « mais non, ce n'est rien du tout, ne vous inquiétez pas ». Sauf que l'effet réel perçu par le malade, c'est une invalidation totale de sa douleur. C'est comme si on érigeait un mur. La parade, c'est de valider. Dire simplement « je comprends que ce soit douloureux ou inquiétant », ça construit un pont de confiance immédiat. Le patient se sent enfin écouté. Et puis il y a le fameux débat. Essayer de convaincre un patient angoissé ou revendicatif avec des arguments logiques, c'est totalement stérile. Ça tourne vite au dialogue de sourds. La vraie solution, c'est l'écoute active. On laisse la personne exprimer sa peur sans chercher à avoir raison à tout prix. Cette posture d'accueil inconditionnel neutralise l'hostilité bien plus efficacement que n'importe quel règlement intérieur. On passe à la troisième partie, gérer l'agressivité et l'impatience, les vrais outils de terrain. S'il n'y a qu'une seule règle d'or à retenir ici, c'est celle-ci. L'agressivité n'est presque jamais une attaque personnelle contre l'opérateur en poste. Jamais. C'est le symptôme criant d'une peur viscérale, d'une douleur aiguë ou d'un terrible sentiment d'impuissance face à la maladie. Se répéter ça mentalement, ça permet de ne pas prendre la colère en pleine figure, de garder son sang-froid et de se protéger émotionnellement. Alors comment on désamorce l'escalade? On a un protocole en 4 étapes comme une petite carte mentale à mémoriser. 1. On écoute. On laisse la personne vider son sac sans l'interrompre. 2. On valide son émotion, on reconnaît sa frustration à voix haute. 3. On recentre le dialogue sur les faits et on cherche des solutions concrètes. Et 4. On fixe des limites. On refuse calmement, mais très fermement, les insultes ou la violence. C'est une structure systématique et franchement, c'est redoutable. Bien sûr, il faut aussi savoir gérer nos propres erreurs administratives avec une transparence absolue. Un appel manqué, on rappelle toujours. Et s'il vous plaît, inventer un faux temps d'attente hyper court juste pour avoir la paix sur le moment, c'est la pire idée possible. Cette fausse promesse, c'est une bombe à retardement qui explosera 1 heure plus tard. L'honnêteté quant aux contraintes réelles de la structure, c'est vraiment ce qui prévient les grosses crises et maintient la crédibilité du centre. Quatrième partie, on aborde le côté sans doute le plus délicat du métier, l'annonce des mauvaises nouvelles. Face à l'impensable, quand une famille est sous le choc après un drame aux urgences par exemple, les mots sonnent souvent creux, voire déplacés. C'est là que l'outil le plus puissant n'est pas le discours, mais le soutien silencieux. Offrir une présence calme, un regard compatissant et un respect absolu de la douleur. Le simple fait d'être humainement là, solidement ancré à côté de la personne, ça fait toute la différence. L'accompagnement du deuil, ça passe aussi par des actes ultra pragmatiques.
On isole la famille de la foule de la salle d'attente pour préserver sa dignité. On apporte un simple verre d'eau. On garantit une confidentialité totale et on propose discrètement de contacter des proches, un guide spirituel ou un travailleur social. Ces petites attentions transforment immédiatement une institution qui pourrait paraître froide en un véritable refuge humain. Et enfin, 5e et dernière partie, les stratégies pour améliorer durablement le système d'accueil. Parce qu'un accueil apaisé, ça ne relève pas de la magie, c'est le fruit d'une mécanique bien huilée à plusieurs niveaux. D'abord sur l'organisation avec des systèmes de tri clairs pour les urgences. Ensuite sur l'environnement, une salle propre avec assez de chaises et une bonne signalétique pour éviter que les gens paniquent en se perdant. Et bien sûr sur les ressources humaines. Former continuellement les équipes à l'écoute empathique, c'est leur donner une vraie armure pour gérer sereinement les patients vulnérables. Chaque rouage compte. Le but ultime, c'est de construire ce parcours patient idéal comme un filet de sécurité invisible. Dès la porte franchie, un contact visuel et un salut posent la connexion. Pendant l'attente, une communication transparente sur les retards évite la montée de la frustration. Et lors du relais avec l'équipe médicale, on utilise une communication ultra structurée, comme la méthode SAD, pour ne perdre aucune info vitale. Quand toute l'équipe joue le jeu, le patient se sent porté et respecté de A à Z. Et on va se quitter sur cette interrogation qui devrait vraiment nous servir de boussole au quotidien. Que retiendra le patient de son tout premier pas dans l'établissement aujourd'hui? La façon dont il est reçu conditionne son adhésion au traitement et sa confiance envers le corps médical. L'accueil, c'est vraiment le premier des soins. Alors sommes-nous prêts à transformer chaque contact en une véritable opportunité thérapeutique? Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse, car repenser l'accueil, c'est déjà commencer à soigner. À très vite.